إذا لم تكن ترى مانعا دكتور معقال أن نكمل هذا الجزء الذي وصلنا إليه. ماذا حدث هناك مع أجهزة الأمن حينما سيطرت قوات الأمن أو قوات التدخل السريع الفرنسية في تلك الطائرة؟ هل شاهدتم كيفية قتل من كانوا يعرفون بالإرهابيين أو الذين كانوا اختطفوا الطائرة؟ هل شاهدتم هؤلاء؟ هل لم تشاهدوهم؟ ما الذي حدث دكتور معقال؟ لأن هذا الجزء يعني لم نكمله في اللقاء الماضي. Vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est passé aussi bien au niveau des interrogatoires policiers et sécuritaires que sur ce qui s'est passé, parce que jusque-là, des questions restent posées en fait concernant les quelques 4 terroristes qui ont détourné cet avion et qui ont pris en otage, entre guillemets, même si, comme tu l'as dit la dernière fois, le sentiment qui régnait à l'intérieur de l'avion, ce n'était pas le sentiment d'otage. Vous n'étiez pas... d'accord. Alors, on n'avait pas le sentiment d'être des otages parce que nous ont mis dans une situation d'être à l'aise. C'est vrai qu'il y avait des moments de pression, des moments de grande pression quand il y avait des assassinats. On ne peut pas les appeler autrement. Les assassinats contre le commissaire, contre le Vietnamien et contre le cuisinier de l'ambassade de France. Il y a 3 victimes essentiellement. Et quant à nous, en tant que passagers, à aucun moment nous nous sommes sentis dans la tragédie des otages. On était un peu ballottés par des situations d'intensité, quand par exemple, au moment où ils ont commencé à ce qu'ils appellent les exécutions, les exécutions d'otages. Parce qu'au début, c'était des liquidations, ils ont liquidé un commissaire de police parce qu'ils l'ont identifié, et puis ils ont tué un Vietnamien. Pour moi, c'est absurde. À ce jour, je n'ai pas compris pourquoi ils ont tué ce type, qui n'avait rien à voir. C'était un passager comme tant d'autres. Est-ce qu'ils l'ont tué parce que c'est un Vietnamien? Ça me paraît ahurissant. Par contre, quand ils ont fait les ultimatums, là, à ce moment-là, on a senti vraiment la pression. Et en même temps, il y avait quelque chose de bizarre, parce que ces ultimatums étaient ponctués par des négociations avec les autorités algériennes à travers donc, des gens qui étaient invités à aller au cockpit pour parler à la tour de contrôle. Et en même temps, il y avait cette histoire incroyable et incompréhensible de l'épisode Aïada. C'est ça. Que j'ai raconté. Et pour apprendre en fin de compte, c'était pour l'insulter. Ils espéraient l'avoir dans l'avion, il aurait été la 4e victime, ça je suis sûr. Il l'aurait exécuté parce qu'ils se sont mis à l'insulter après. Donc c'était un fait très curieux et qui ne trouve pas sa logique. Quand on est arrivé, donc j'avais raconté ce qui s'était passé, comment on a été plus ou moins élargi dans des conditions de violence extrême, introduite par le GIGN dans un avion qui était calme, qui était totalement dans la sérénité et le calme. C'est vrai, la tension régnait chez l'équipage. Mais à la fin, je peux témoigner, je crois qu'il y a des membres de l'équipage qui sont des gens très honnêtes, parce que je les ai entendus sur les télés françaises. Il y a eu 2 ou 3 qui sont passés. Ils avaient senti une sympathie des voyageurs, quoi. D'autant plus, j'avais raconté que quand le commando avait dit ne leur donnez pas à manger, les gens lui ont dit ça c'est contraire à notre tradition, ils sont avec nous, ils mangent comme nous. Soit on mange tous, soit personne ne mange. Effectivement. C'est un fait culturel éminemment important et dont personne n'a voulu parler. Et donc quand ça s'est passé comme ça, quand on a été élargi, dès qu'on est arrivé en bas, on a été réceptionné évidemment par d'abord des services d'aide psychologique, parce que probablement certains en avaient besoin. Et puis, on a été cuisiné par les renseignements généraux. C'était les RG d'abord qui nous ont reçus, chacun à son tour. Donc ça a duré pratiquement jusqu'à 1h du matin ou à 2h. Ils nous recevaient, l'identification, ils ne pouvaient pas contrôler les identités, on n'avait pas le papier. La plupart avaient été sortis en bras de chemise. Parce que dans l'avion, il faisait très chaud. Et donc, identification, nom, prénom, le père, la mère, d'où vous êtes, etc.
Et est-ce que vous connaissez les gens qui étaient les preneurs d'otages? Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que vous avez une idée de qui ils sont? Évidemment, personne n'a dit quoi que ce soit, moi. Enfin, moi, on m'a dit, j'ai dit, je n'ai jamais vu ces gens-là, je ne les connais pas. Je n'ai même pas rapporté les choses que j'avais dites sur Respublica. Sur Respublica, quand j'avais discuté avec le bonhomme des horaires bleus seulement. Effectivement, sinon ça aurait pris tant de 2 ou 3 heures. Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, donc, premièrement, les renseignements généraux. D'abord. Les renseignements généraux d'abord. Alors, quand on a fini avec les renseignements généraux, ils nous ont dit, voilà, il y a un avion. Il y a un avion qui est en partance pour Paris. Ceux qui ont des parents qui les attendent à Paris, si vous voulez reprendre l'avion, on vous met tout de suite dans l'avion, vous partez, vos bagages, vous les récupérez après. Ceux qui ne veulent pas reprendre l'avion, la compagnie les met dans un hôtel à proximité de l'aéroport et on viendra vous chercher demain et on vous affrètera un avion à 10h ou 11h pour partir. Bon, moi j'ai choisi la deuxième solution. Je me suis passer dit, la nuit. Assez d'émotions, je ne vais pas encore me retaper 700 ou 800 km, débarquer, la Hajj, etc. Je me suis dit, je vais aller m'installer dans une bonne chambre d'hôtel avec un bon lit et je vais boire à la santé de la République française qui m'offre le logis, le repas et la boisson. Bref, je passe sur les détails. Le lendemain, donc, on est reparti, on a pris l'avion, on est arrivé à l'aéroport d'Orly, et bien entendu, je crois qu'il y avait, je ne sais pas, il y avait des officiers, il y avait le préfet, en tout cas de Paris, c'est sûr, plus le staff de flics, etc., je passe les détails. Donc on nous a libérés rapidement parce qu'il n'y avait pas de contrôle à faire, beaucoup n'avaient pas de papier, dont moi et de ma famille. Donc on est parti et on nous a dit, on vous laisse un numéro de téléphone, on vous appelle, vous allez récupérer vos affaires. Un jour plus tard, à peu près, le surlendemain, j'ai reçu un coup de fil à 8h du matin. Monsieur Intel, oui, est-ce que vous pouvez venir à l'aéroport? Vous allez dans telle salle qui a été réservée pour récupérer vos papiers. De toute façon, tous les papiers seront sur une table. Et les affaires seront aussi sur une autre table et les effets vestimentaires seront accrochés à des cintres. Bon, je vais avec la famille et on arrive, la salle était vide pratiquement, on était parmi les premiers parce qu'on était chez un ami, chez Nasser Boutief, Nasser Saïd. Nasser Saïd, le vieux militant. Le vieux militant, parce qu'il habite pas très loin de l'aéroport, il est venu me chercher d'ailleurs cette nuit, j'ai passé la nuit chez lui. Et donc, entre-temps, il avait téléphoné à mes enfants. Donc, mon fils est venu de Montevilliers, parce qu'il était chez sa mère à Montevilliers. Et le lendemain, donc, on est parti pour récupérer nos affaires. Il y avait une grande salle, il y avait des tables, j'ai commencé à farfouiller, à chercher les papiers, mon passeport, mes papiers, etc. J'avais laissé une serviette. Parce que j'avais même, je crois, des copies à corriger dedans, parce que c'était la fin de l'année, c'était la fin du trimestre, il y avait des examens, j'avais emporté quelques copies à corriger, je me suis dit, comme je suis un lève-tôt le matin et que je m'ennuie, je m'enferme dans la cuisine et je continue à corriger. Heureusement que je les ai récupérés. Ça m'avait un peu turlupiné. Donc on rentre, je commence à fouiller dans les affaires, je récupère tout ce que j'avais laissé, et je récupère quelque chose auquel absolument je tenais, que je ne voulais pas laisser. C'était un mashaf que j'avais vu aux mains de l'agité. C'était lui qui... C'est le mashaf. Le mashaf que tu as vu entre les mains de celui qui lisait... C'était du terroriste qui le lisait à haute voix. Et tu l'as retrouvé là-bas? Je l'ai. Ah, c'est une pièce importante là. Je l'ai, il est chez moi. Tu l'as gardé? Je l'ai gardé en souvenir. Donc j'ai dit et ça... Et comment tu l'as reconnu? Bien sûr, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parce que c'était... Je l'ai vu parce qu'il est passé à côté de moi. C'est-à-dire que les services de sécurité en France ne savaient pas que ce mushaf, le Coran al-Karim, en fait, appartenait à ce... Non.
à ce terroriste. Non. Sinon, il aurait au moins gardé comme pièce pour les empreintes, pour les trucs. C'est ça. Donc moi je l'ai récupéré, il est toujours chez moi, bon, beaucoup de gens l'ont touché entre-temps depuis le temps. Il est soigneusement mis dans ma bibliothèque. Je le lis de temps en temps, ça m'intéresse. Ouais. J'espérais voir, bon, ça c'est la déformation professionnelle. Parce que là, quand on y est né, de temps à autre, on signe, on met des marges. C'est ça. Je me suis dit peut-être qu'il y a des passages qui pourraient expliquer qu'est-ce qui l'a intéressé en Ben c'est-à-dire que tu voulais étudier le corpus. C'est-à-dire tu voulais étudier le terroriste dans le texte. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le texte? Est-ce qu'il y a des textes, c'est-à-dire est-ce que des sourates, des ayats, etc. C'est la curiosité du linguiste. Du linguiste, et parfait. Je me suis dit peut-être qu'il va souligner, peut-être qu'il a, c'est pour ça que tu pouvais analyser la psychologie. À ce moment-là, savoir qu'est-ce qui l'intéressait dans le texte. Bon. Il n'y avait pas de trace. Il n'y avait rien malheureusement, il y avait juste le nom qui avait été gommé. Et il y avait un nom sur le mushaf. Oui, il y avait un nom. Il y avait un nom mais qui a été gommé. Et je pense qu'avec le nom très sympathique... Avec des moyens techniques. Bon, bref, c'est pas important. Je m'apprêtais à partir et donc Aïcha était à côté de moi, elle vient, elle récupère ses affaires et elle va pour prendre son manteau. Et elle me dit, tiens, il y a les kawaii des activistes. Ah, les trucs bleus. Les kawaii bleus. Les kawaii bleus dont on a parlé. On était tous les deux, on avait la porte derrière nous. Et on voyait donc les cintres. Elle m'a dit, tiens, il y a les kawaii bleus et je crois qu'il y a du sang dessus. Et à ce moment-là, quelqu'un se pointe. On ne les a pas vus. On avait vu, il y a deux personnes qui viennent et lui disent, madame, vous reconnaissez les kawaii? Il me dit, écoutez, je pense que ce sont les kawaii. Bon, il sort sa carte et il dit, il lui donne une carte à elle, une carte à moi, il me dit, écoutez, on vous demande de passer à la DST. À la DST? Oui, à la rue des Sauces. J'ai dit pourquoi, puisque... La DST, c'est la direction donc, de la sécurité, du territoire. Voilà. J'ai dit, écoutez, vos collègues des renseignements généraux nous ont cuisiné à Marseille. Je pense que c'est amplement suffisant. Il dit non, c'est un entretien. J'ai dit, est-ce qu'on peut ne pas venir? On peut toujours tenter. Est-ce que c'est optional? Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est une option? Maintenant, tu me vois aller dans le quartier général de la DST. Je ne regrette pas d'être allé. D'accord. Je suis allé. Très très bien. Voilà, tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. De toute façon, tu as parlé, au lieu de te taire, moi je les ai vus. Quand tu as parlé, ton écouté, ils sont venus. Chose naturelle. Ah ben ils font leur travail. D'accord. Ils font leur travail. Alors, ils ont été très corrects. Vous étiez donc à la DST le lendemain? Le lendemain, il nous a dit, écoutez, est-ce que vous restez longtemps? On a dit non, on est venu, on a une visite familiale, qu'est-ce que vous faites? On est prof à l'université, on va bientôt rentrer. Il a dit, s'il vous plaît, si vous pouvez passer assez rapidement, c'est un entretien, ça n'a pas de... Rien d'officiel? Ah, c'était officiel? Ah, c'est quand même un entretien dans des locaux. D'accord. Le lendemain, on a pris le métro, on est allé à la rue des Saucés, on s'est présenté, très correct, un truc, entrée, une chaise. Alors, ça grouille. Ça grouille. Il y a un va-et-vient incroyable. Le nombre d'Arabes indicateurs que j'ai vus là-bas, c'est-à-dire Tunisiens, Marocains, Orientaux. Tu as vu un nombre important d'Arabes, c'est-à-dire voilà. Qui vont et viennent. Peut-être que c'est comme toi, ils sont convoqués. Là. Ils travaillent. Ils entraient dans les bureaux. Moi, je n'entre pas, je reste dans le couloir. C'est-à-dire, toi, tu penses que c'est des agents de la DST? Des gens qui travaillent pour la DST? Des indicateurs, des trucs, des temples, je ne sais pas. Et ça, je m'en fous, je m'en contre-réfléchis. Mais j'étais étonné. Moi, je pensais trouver, comme dans les préfectures, des gens en cravate, tirés à 4 épingles,
l'inspecteur, les films policiers. Ah, d'accord. Pouilleux, les types, vraiment les infiltrations, le milieu. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous reçoit, je rentre dans son bureau, nom, prénom, je débite la même chose. Confession. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes déjà venu en France? J'ai dit oui. Est-ce que vous avez séjourné? Oui. Est-ce que vous avez travaillé en France? Oui. Où est-ce que vous avez travaillé? Voilà, je suis arrivé à telle date. Voilà, j'ai commencé à faire mes études supérieures. Voilà, telle année à laquelle j'ai pris mes fonctions. Voilà les endroits où j'ai travaillé, etc., etc. Jusqu'à mon départ en 86 où j'ai repris ma valise, je suis rentré. Et il me dit, vous avez, mes collègues ont dit que vous avez identifié les kawés. Je lui ai dit, écoutez, tout le monde a vu les kawés, et tout le monde a vu ces kawés-là. Bon, il est porté d'ailleurs. Il est porté. Il m'a dit, est-ce que ce sont bien ces kawés? J'ai dit, écoutez, moi j'ai vu les kawés de loin. Je les ai vus des kawés sur des personnes vivantes. Et ensuite, j'ai vu des kawés troués apparemment sur des cintres. Donc moi je ne peux pas vous dire que ce sont les mêmes. Je les ai vus de loin. Mais c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes... C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes... Apparemment c'est les mêmes couleurs, les mêmes trucs. Et il me dit, et les personnes, vous n'avez aucune idée. J'ai dit, écoutez, vous savez, moi je suis un universitaire, je ne rencontre que mes collègues, mes pères, mes voisins, les gens de ma famille. Et comme vous le savez, les enseignants ont été mis enfin, menacés. En grève obligatoire et menacés. Donc on est le moins possible dans les rues. Ce qui nous oblige à rester chez nous à la maison, à regarder la télé, lire, travailler, etc. Et il me dit, dans l'avion, vous n'avez pas une idée de qui ils étaient? J'ai dit, moi, non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois. Il me dit, est-ce que vous les avez entendus parler? J'ai dit, oui, ils ont parlé, bien entendu, ils sont adressés à nous. Il m'a dit, est-ce qu'ils sont adressés à vous en français? J'ai dit, non, ils ne sont pas adressés à nous en français. J'ai dit, il y en a un qui n'a pas ouvert la bouche, c'est le plus jeune. Il y a un qui avait l'air d'être un type assez agité. C'est le bonhomme qui se promenait avec une bombe, ce qui lui donnait l'apparence d'une bombe. Moi, je ne peux pas se dire que c'est une bombe, mais elle avait l'apparence de la bombe. J'ai dit celui-là, bon, et après on a découvert que c'était un joyeux luron parce qu'il taquinait les jeunes filles, il discutait avec elles, il essayait un peu de les séduire, de les draguer, tout en discutant avec elles de manière tout à fait de jeune adolescent, enfin de quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal. Il m'a dit les deux autres, j'ai dit les deux autres, l'un s'est présenté à nous, donc tout le monde sait que c'était un ancien voyou de Babelouat, c'est lui-même qui le dit, qui enfin a découvert sa voie, qui s'est repenti et qui a un rêve, le rêve d'avoir un jour une moto. Pour faire le circuit du paradis, il en perd le c'est-à-dire un circuit infini. Un circuit infini. Ouais, chacun a son rêve, écoutez, ce type rêve d'aller au paradis. Mais à condition qu'il ait avec une Davidson. Une puissante Harley Davidson. Donc c'est ce qu'il a dit, moi je vous dis ce que j'ai entendu, sans plus, le reste, je ne sais pas. Et il m'a dit le quatrième, j'ai dit, écoutez, ça avait l'air d'être un homme plutôt paisible, conciliant, un homme... C'était pas du tout... moi, je ne me serais jamais fait l'idée d'un terroriste comme ça. Genre, on voit les terroristes, des gens qui sont prêts à faire sauter la planète. Je dis pas du tout ça. Ils avaient l'air d'être des gens tout à fait... Du commun. Ordinaire. Et à ce moment, il reçoit un coup de fil. Le type lui dit c'est très urgent. Et il dit ah bon, je vais tout de suite venir. Et il appelle une jeune. Il appelle Yasmina,
moi j'ai ouvert les yeux parce que Yasmina, c'est un prénom de chez nous.